Bien, nous allons consacrer 3 vidéos à la compulsion de répétition. Première vidéo, celle-ci qui est une introduction. Deuxième, les apports ultérieurs et surtout l'apport de Jacques Lacan. Et troisième vidéo consacrée à la compulsion de répétition et les apports des neurosciences. Freud introduit cette notion en 1920 dans son ouvrage Au-delà du principe du plaisir. Avant 1920, certainement, Freud était confronté à ce mécanisme de répétition. Le symptôme est une répétition. Prenons l'exemple classique de l'obsessionnel qui se lave continuellement les mains. Il va répéter toujours une même action. Le symptôme, par définition, est répétition. Seulement que dans le symptôme, il y a une coexistence du plaisir et des plaisirs. Le symptôme est un compromis, pour Freud, d'une tendance pulsionnelle à obtenir une décharge, à obtenir du plaisir, et par contre, l'autre tendance opposée, du moi, qui ne veut rien savoir de cette décharge, de ce plaisir. Et c'est ce conflit qui met en route, après le compromis, qui est l'essence du symptôme. Mais à partir de 1920, Freud va recueillir plusieurs données cliniques et observer qu'il y a quelque chose d'autre. Reprenons brièvement ces données cliniques. Première observation, c'est l'observation d'un enfant d'1 an et demi qui, avec une petite bobine attachée à une ficelle, met en place un jeu. La bobine disparaît, l'enfant fait disparaître la bobine et puis fait réapparaître la bobine. Et quand la bobine disparaît, fort, le mot fort qui sort de la bouche du petit enfant, quand la bobine réapparaît, le mot da. Et cette expérience est connue comme l'expérience fort da. Fort, le moment où la bobine disparaît, et fort, ça veut dire lointain, loin, pas là. Quand la bobine réapparaît, c'est là, ici, voilà. L'expérience du petit enfant, du jeu de la bobine fort da. Qu'est-ce que représente pour Freud ce moment où la bobine disparaît? C'est la maman qui n'est pas là. Et oui, l'enfant commence à jouer ça après avoir vécu cette expérience de la séparation où il se met à pleurer parce que la maman n'est plus là. Mais Freud donc, observe et se rend bien compte qu'il y a cette représentation avec la bobine de la maman qui disparaît et la maman qui réapparaît. Donc la bobine qui disparaît et qui réapparaît. Mais pourquoi répéter à un moment aussi pénible, hein, et surtout, pourquoi après le faire devenir un jeu? Donc, au début, il y a le vécu d'une expérience pénible qui se transforme en mise en scène, et puis cette mise en scène devient une répétition, et dans cette répétition, il y a un certain plaisir. Alors là, on dira que l'enfant essaie de maîtriser une situation difficile, mais peu importe, il y a une répétition à partir d'un événement pénible. Et ça, c'est la première donnée d'observation d'un petit enfant de 1 an et demi. Deuxième observation, c'est une donnée clinique, surtout recueillie à partir de la guerre, parce que la plupart des soldats qui avaient subi des traumatismes, allaient revivre ce traumatisme pendant, par exemple, la nuit, en faisant des rêves qui remettaient toujours en scène ce moment du traumatisme. Et là, Freud ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'on doit répéter, surtout dans le monde du rêve, où le monde du rêve est la tentative d'accomplir un désir, donc d'accomplir quelque chose qu'on aime bien, pourquoi est-ce qu'on va répéter, on va revivre continuellement ce moment pénible? Et là, l'explication, c'est que c'est une
tentative de liaison, c'est-à-dire que c'est comme si on voulait, à chaque fois, à chaque nuit, à chaque moment qu'on récupère ces moments de traumatisme, faire ce qu'on n'a pas pu faire au début. Mais là aussi, il y a après cette répétition qui devient incessante. Et pourquoi cette répétition? Troisième donnée, exemple qui est une donnée clinique, qui est le transfert. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne voit chez l'autre, et dans le cadre analytique, le patient voit dans la figure de l'analyste, par exemple la mère, il va réactualiser, remettre en route des schémas de comportement qu'il avait quand il était petit avec sa mère, envers sa mère. Certainement à son insu. Mais pourquoi répéter ces comportements qui sont inadaptés et pénibles? Et là, il y a une répétition aussi. Quel est le point central dans ces observations? C'est que il y a deux aspects. On va répéter ce qui est pénible, et ensuite, c'est cette répétition qui prend le dessus. C'est comme s'il y avait un passage entre un moment où il y a une répétition du besoin, c'est une répétition de quelque chose qui nous accable, hein, donc on va répéter un moment, un scénario qui nous avait accablé dans tentative de le maîtriser, hein, mais puis on passe de ça à un besoin de répétition. C'est comme s'il y avait en soi après un besoin de répéter. Prenons ici encore l'exemple du Macbeth, Lady Macbeth, qui va au départ répéter une situation, hein, qui était source de culpabilité, et après on voit que cela devient l'aspect le plus important. Donc un passage une répétition de quelque chose qui nous accable, d'un besoin, donc, à un besoin de répétition. Comme si la répétition, après, était la chose la plus importante. Il y a comme si, en passant d'un état à l'autre, on va déclencher un autre mécanisme. Et c'est à partir de là que Freud, après, est poussé à introduire la pulsion de mort. C'est comme si on allait déclencher quelque chose de démoniaque, de pulsionnel, qui devient indépendant de ce qui était au départ. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo. Bien, voici la deuxième vidéo consacrée à la compulsion de répétition, et on va voir les ultérieurs apports après Freud, et surtout on va s'intéresser à l'apport de Lacan. On va commencer par une petite introduction. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 40 au niveau de la science, au niveau scientifique? Il y a eu toute une vague qui a commencé de scientifiques à s'intéresser à la cybernétique. Et en 1948, Norbert Wiener, qui est considéré un peu comme le père de la cybernétique, avait écrit un ouvrage intitulé Cybernetics en 1948, et dans ce livre, il a consacré, Norbert Wiener a consacré un chapitre, le chapitre 7, à la psychopathologie, donc cybernétique et psychopathologie. Et dans ce chapitre, il va proposer de relire, de réinterpréter Freud sur la base de la cybernétique. Et sur la base de l'information. Alors, l'information, disait Norbert Wiener, n'est ni matérielle ni énergétique. Alors que Freud avait basé toute son interprétation sur l'énergétique, sur les déplacements de l'énergie au niveau du cerveau, Wiener dit qu'il est possible de ne plus parler d'énergie et de parler d'information. L'information est véhiculée par le langage, et l'information n'est ni matière ni énergie, mais elle est réelle, comme réelles sont les impulsions,
les séquences d'impulsion qui se génèrent au niveau des neurones. Ce qui veut dire que on peut traiter toute une série de questions freudiennes à travers cet outil qui est l'information, sans devoir passer par l'énergie, par l'énergétique. Eh bien, Lacan va, dans son séminaire consacré au moi, parler de la machine cybernétique. Bien qu'il Lacan ne se réfère pas directement au chapitre 7 de Norbert Wiener, il va s'intéresser à la machine cybernétique et développer toute une série de schémas qu'on a introduits. Et donc, qui me suit doit se référer à cette vidéo consacrée à Edgar Allan Poe, la lettre volée d'Edgar Allan Poe et Lacan, où il y a un développement de la chaîne signifiante à travers le 0, 1, 0, 1, 0, 1, qui est la base de l'information et qui est aussi à la base de l'informatique. Entre parenthèses, la cybernétique, qui aura un grand succès dans les années 50-60, après va disparaître parce qu'elle va être remplacée par l'intelligence artificielle et elle a revu un certain intérêt sous d'autres formes, qui est le connexionnisme, néoconnexionnisme. Je ferme la parenthèse. Et on revient à Lacan. Donc Lacan ne cite pas Norbert Wiener, mais il va concrètement appliquer cette idée de l'information, du langage, de l'information qui est véhiculée par le langage, qui est réelle comme réelle est l'énergie ou la matière. Hein. Et donc on ne va pas redévelopper ici cette partie qu'on avait développée dans la vidéo consacrée à la lettre volée d'Edgar Allan Poe, où là on voit bien que la compulsion de répétition, elle réapparaît sous forme de insistance de la chaîne signifiante. Voilà. Ça, c'est la première réinterprétation de Lacan de la compulsion de répétition de Freud, sous l'angle de la machine cybernétique. À partir du séminaire L'identification, et après avec les 4 concepts, séminaire 11, 4 concepts de la psychanalyse, il y aura un déplacement, et on va voir maintenant l'explication de cette nouvelle lecture de la répétition qui est vue à partir du séminaire 11 comme un concept fondamental de la psychanalyse. Alors, et si c'est un concept fondamental de la psychanalyse, c'est parce que la répétition devient structurelle. Elle est intrinsèque au fonctionnement, voilà, on va voir pourquoi, au fonctionnement de l'économie psychique. Alors, donc on va commencer par un exemple très simple, exemple que Freud faisait. C'est même Freud qui a commencé avec cet exemple. Prenons le bébé qui trouve du plaisir à sucer le sein, donc on va écrire ici sein. Ensuite, il va passer du sein à la tétine. Ensuite, de la tétine au pouce. Et ensuite, s'il y a une fixation orale, ça peut être, quand il est grand, la bouteille.
c'est-à-dire boire beaucoup, et par exemple boire aussi de l'alcool. Alors, je disais, Freud lui-même avait proposé une écriture comme une écriture mathématique, comme si le sein égale à la tétine. Je fais un exemple que Freud avait fait. Quand la petite fille sort de l'Édipe, elle va remplacer donc l'envie de pénis avec l'envie d'avoir un bébé. Et il va mettre, Freud va écrire, par exemple, pénis égale à enfant. Donc cet égal, on peut aussi le proposer. Donc le bébé qui s'attache au plaisir de sucer le sein va, ne pouvant plus avoir ce plaisir, rechercher le même plaisir dans la tétine, ensuite dans le pouce, et après, dans certains cas, s'il y a fixation orale, dans la bouteille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire égal, égal, égal? Alors là, on comprend bien qu'il y a intuitivement, il y a deux explications. Une, c'est que l'enfant va rechercher le même plaisir, mais dans un objet différent. Donc il y a, vous voyez bien qu'il y a le même, mais aussi la différence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va permettre même de nous écrire égal, parce que ce qu'on retrouve ici, le bébé va retrouver ici, mais en même temps, ce qu'il va trouver est différent. Et c'est tout dans cette coexistence que A égale A, comme disaient les logiciens, et comme d'autres qui ont critiqué ça par exemple, la phrase « les femmes sont les femmes », que là, ce n'est pas seulement une identité, il y a aussi une différence. Donc, c'est que, donc je veux bien vous écrire ici A égale A, les femmes sont les femmes. Alors, il y a eu toute une grande discussion, diatribe autour de est-ce que les femmes sont les femmes est une tautologie, c'est-à-dire que est la même chose que écrire A égale A. Pour beaucoup de logiciens, cela est la même chose, par exemple Bertrand Russell, et pour d'autres, par contre, ce n'est pas la même chose. Que quand vous dites les femmes sont les femmes, eh bien que vous répétez le prédicat ici, donc A égale A, eh bien, il y a une différence. Et c'est sur cette base-là que Lacan va développer toute des réflexions et des analyses autour de ce fait que quand le bébé va rechercher le même plaisir, donc il y a l'identité, la recherche de l'identité, mais dans cette recherche d'identité, cette identité est différente. Donc il y a l'identité et la différence de l'identité. Eh bien, dans cet écart entre l'identité et la différence de l'identité, c'est ce qui va pousser à continuer à, par exemple, ici, la tétine, ou bien le pouce, ou la bouteille. C'est-à-dire que, en recherchant cette identité qu'on ne retrouve pas, eh bien, il y a une répétition, il y a une compulsion de répétition qui se met en route. Eh bien voilà, la prochaine vidéo. Au revoir. Bien, aujourd'hui on va consacrer la dernière vidéo à la compulsion de répétition. Et cette fois-ci, comme on l'avait déjà prévu au début, on va prendre en compte les apports des neurosciences. Et grâce surtout à François Ansermet, qui est un psychanalyste, et Pierre Migestreti, qui est un neuroscientifique, qui ensemble ont pris en compte des apports issus des neurosciences, et plus précisément, on va voir d'une théorie des processus opposants, avec la notion
la théorie de la compulsion de répétition freudienne, et ils vont mettre en parallèle, en perspective, ces deux domaines qui sont différents, mais qui vont travailler, qui vont se retrouver dans des mêmes questions. Je vais reprendre un résumé que j'ai proposé ici dans mon dictionnaire de neuropsychanalyse, et qui est un résumé des apports de François Ansermet et Pierre Magistrati. Commençons par cette théorie des processus opposants qui a été proposée, élaborée par Georges Coe et Michel Lemoy. Voilà. Et elle est connue comme théorie des processus opposants qui explique la dépendance aux drogues. Alors là, c'est très important. Et ici, cette théorie est précisément une théorie élaborée pour expliquer une dépendance aux drogues. Ensuite, Pierre Magistrati et François Ansermet vont étendre ces processus aussi à tout type, toute forme de dépendance et finalement à toute forme de compulsion de répétition, et donc de ce qui est la notion centrale en psychanalyse. Mais d'une manière comme ça descriptive et intuitive, ils disent qu'on peut trouver une similitude directe, intuitive, avec cette théorie des processus opposants entre la personne qui va de manière compulsive acheter des vêtements, et bien que les vêtements ne lui servent pas nécessairement et dépense beaucoup d'argent, va continuer compulsivement à acheter les vêtements, et cette théorie qui explique la dépendance aux drogues. Qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie des processus opposants? C'est que lorsque une personne devient dépendante d'une drogue, dans son système nerveux, il y a deux systèmes opposants qui vont s'activer. Il y a le premier système qui est un système de récompense, le système dopaminergique, et un système anti-récompense. Comment s'active donc, et pourquoi s'activent ces deux systèmes? On va voir un peu dans les détails. Lorsque une personne commence à prendre de la drogue, se produit un plaisir très fort. Ce plaisir va, au fil du temps, va diminuer. Alors, quand il prend une dose de drogue qui provoque un grand plaisir, qui donc active le système de récompense, quand il n'y a plus la drogue, eh bien, certainement le système d'anti-récompense, d'une manière, on peut le comprendre d'une manière intuitive, va être activé. Donc quand je ne prends pas la drogue, eh bien, j'ai envie de prendre la drogue pour avoir le même plaisir. Seulement que voilà, au fil du temps que la personne prend une dose de drogue, le plaisir va diminuer parce qu'il y a une tolérance. Donc ici, c'est une tolérance. Lorsque la tolérance se met en place, le système anti-récompense va devenir plus efficace. Il va s'activer beaucoup plus. Et va créer du déplaisir. C'est-à-dire que pour
sentir le plaisir initial, le système d'antirécompense va s'activer plus pour pousser la personne à prendre une dose majeure. Mais la dose ne va pas suffire, le système d'antirécompense va encore s'activer. Ce qui veut dire que le système de récompense va devenir au fil du temps moins efficace et le système anti-récompense va devenir de plus en plus efficace. De plus en plus efficace. Et lorsqu'il va devenir de plus en plus efficace, le système de récompense va devenir moins efficace. Concrètement, prendre la drogue sera une façon qui n'est plus seulement de procurer un plaisir, mais ce sera une manière de limiter, de diminuer le déplaisir. Alors là, on va passer d'une prise impulsive de drogue à une prise compulsive. Ce sera donc l'activation, dans un premier temps, du système d'antirécompense, et ce sera après le rendre de plus en plus efficace, qui va provoquer ce passage d'une prise de drogue impulsive à une prise de drogue compulsive. Eh bien, les auteurs dont je parlais avant, Pierre Magistretti et François Sermette, vont dire il suffit de remplacer pour ces quatre aspects, système de récompense, système anti-récompense, impulsif et compulsif, des termes de la psychanalyse. Et nous aurons ici plaisir, déplaisir, pulsion et compulsion de répétition. Avant de voir ça dans les détails, on va reprendre un instant ce qu'on disait de Lacan dans la vidéo précédente et on va ajouter un aspect en plus. Dans la vidéo consacrée à Lacan, on parlait d'une série qui peut être, voilà, le sein égale tétine égale pouce. Et puis, on peut rester déjà sur une équation. Et on disait que lorsqu'on a perçu un grand plaisir envers, par exemple, le sein, ne pouvant plus avoir le sein, eh bien on va le rechercher sur un plaisir dans un autre objet qui est la tétine, et dans cette différence, on va rechercher la même T. C'est ce qu'on disait. À cela, il faut ajouter que, ce qui est très important pour compléter le tableau, c'est que l'objet qui nous donne un plaisir fondamental est frappé par l'interdit. Donc, objet initial interdit. Est donc refoulé. Après, on veut retrouver ce plaisir qui est interdit à travers un fantasme. Et c'est donc ce fantasme qui va nous orienter après dans
la recherche du plaisir dans le monde concret. Mais il y aura toujours une différence entre le fantasme, qui veut reproduire un plaisir d'un objet frappé par l'interdit, et la réalité. Et maintenant, on a le tableau complet pour faire fonctionner ces données issues des neurosciences et les données de la psychanalyse. Et on aura quoi? On aura que quand une pulsion, ici, et donc l'impulsive ici, pulsion, obtient une décharge, donc une décharge, et cette pulsion, elle est soutenue par un fantasme, eh bien, le plaisir qui est perçu est loin d'être le plaisir que nous nous attendions. Et donc, de cette décharge de la pulsion, qu'ici on était dans le domaine du système de récompense impulsive, eh bien, on va activer le système de anti-récompense, donc le déplaisir, qui va se mettre en route et qui va nous pousser à remettre en route le fantasme pour de nouveau avoir une décharge et obtenir un plaisir de cet objet frappé par l'interdit. Et en activant après ce déplaisir, on passera d'un mouvement pulsionnel à un mouvement de compulsion, de répétition. Et bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.